Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Akasha Web Radio avec Nico et Pierre pour nos petits modules vidéo sur l'IMP, l'intégration motrice primordiale. Pour ce module, nous allons parler plus spécialement des syndromes post-traumatiques. Alors, est-ce que les syndromes post-traumatiques font partie de l'IMP, en gros, Pierre? Alors, Est-ce oui, que... en partie, Hmm, euh, car nous avons des procédures qui permettent de justement, on va dire, booster le déstress, la détente, le retour à soi, le recentrage, notamment, je pense au travail sur le réflexe de gravité qui permet de retrouver son identité centrale, donc une certaine stabilité émotionnelle. On peut aussi travailler sur le réflexe de protection des tendons, dont nous avons déjà parlé, mais aussi d'autres procédures qui permettent de relâcher les tensions musculaires et qui permettent aussi un travail des deux hémisphères cérébraux, et donc de retrouver ça permet de retrouver une certaine harmonie dans le fonctionnement, et donc un apaisement au niveau du stress physique, mais aussi au niveau des émotions. Donc oui, il y a des tas d'outils qui permettent d'aider, mais ce n'est pas suffisant. hmm. Il Alors, faut, pour hmm, traiter un syndrome de stress post-traumatique, il faut aller dans le transdisciplinaire. d'accord. Il faut vraiment combiner plusieurs outils parce que, comme le nom l'indique, il s'agit bien d'un syndrome. Et un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui parfois n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui sont tous liés à ce stress post-traumatique. Hmm. Et donc, il faut aborder le problème, si on verra un petit peu dans les solutions. D'accord. Euh, Mais déjà, Aborder. Ah oui, on va définir déjà ce que c'est. voilà. Voilà, déjà, donc Je crois que définition propre du syndrome de stress post-traumatique, voilà, qu'on appelle aussi le SSPT. Voilà, le voilà. SSPT, c'est le sigle qui est plus connu pour ceux qui sont pour les praticiens, quoi. Voilà, en gros. Oui, 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 effectivement. Ah oui, parce que dire chaque fois syndrome de stress post-traumatique, Oui, 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 ça peut être un c'est peu un peu long. long à dire. Voilà. Donc, en fait, ce syndrome c'est un ensemble de symptômes qui peuvent apparaître chez une personne qui a vécu ou qui a été témoin d'une situation de traumatisme qui comprend la mort. Il y a eu un danger de mort. Et c'est vraiment ça le point, ou en tout cas des blessures très graves, mais qui peuvent amener à la mort. Donc quelque chose de C'est violent vraiment déjà. ça qui est spécifique à ce syndrome, c'est que au départ, il y a eu une confrontation avec la mort et, euh, et ce syndrome est très difficile à repérer euh, parce que il n'apparaît pas immédiatement. Il peut apparaître parfois des années après le trauma. Et donc, comme je disais, ce syndrome comporte énormément de symptômes. Et donc, il est très difficile à diagnostiquer d'abord, et puis à traiter. Et ça peut être très long, et très, très difficile. Donc il peut être là, mais dans un état de latence. Voilà. Mm. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs, quand on verra un petit peu les symptômes, les facteurs prédictifs, euh, il y a parfois un terrain propice à l'installation de ce syndrome de stress post-trauma. Et Alors les donc pour facteurs de l'historique, risque. d'abord je vais passer peut-être un petit peu à l'historique, juste D'accord, ok. deux mots. Donc les premières études complètes et vraiment bien suivies qui ont été faites sur ce syndrome, c'est chez les soldats qui étaient de retour de la guerre du Vietnam, Mm. où on a vu apparaître des comportements tout à fait particuliers chez ces soldats, euh, et avec des points
qui apparaissaient, des symptômes qui apparaissaient et qui étaient vraiment, je veux dire, excessifs par rapport à d'autres situations traumatisantes. Alors je te coupe Et, parce que par rapport à la guerre du Vietnam, c'est là où où on a réellement commencé à constater, parce que c'est comme il y a eu d'autres guerres avant, je pense que ces syndromes devaient être déjà bien avant, mais ils n'étaient pas constatés comme on a pu le faire de manière de manière plus propre à partir de 76, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. C'est à ce moment-là que il y a eu, on va dire le thème est apparu. D'accord. Voilà, donc il y a eu ce syndrome était là depuis, depuis l'origine, quoi, Ben oui, bien sûr, ben oui. depuis l'apparition de l'homme. Je pense qu'on avait des moyens d'évacuation en fait qui nous étaient qui étaient liés à notre corps, notre capacité à évacuer le stress immédiatement, un peu comme les animaux, hein, quand ils combattent, ils s'ébrouent D'accord. pour évacuer le stress. Nous, on n'a pas ça. Et on a les stress qui viennent et les traumas qui viennent s'ajouter aux traumas qu'on a déjà eus, Hmm. etc., etc. Et donc, à un certain moment, ben, il y a un trop-plein, quoi. Hmm. Mais effectivement, c'est dans les années 70 qu'on a commencé à bien étudier euh, parce que les mêmes symptômes, en fait, réapparaissaient. Et donc, on aurait pu presque faire un descriptif point A, point B, point C, Hmm. et Hmm. vraiment prédire ce qui allait se passer. Et puis les progrès en psychiatrie aussi, et dans d'autres domaines comme la toxicologie aussi, puisqu'on sait que les soldats consommaient, en tout cas dans les forces spéciales, ce genre de soldats. J'ai une petite coupure. Voilà. Ah, voilà. C'est moi qui fais Ok, une bêtise. je suis de retour. Excuse-moi. Consommer certaines drogues en fait pour pouvoir faire face aux situations et parce qu'ils étaient constamment soumis à la menace de mourir quoi. Donc voilà en gros. Donc il faut bien comprendre syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est un phénomène extrêmement complexe dans son origine et dans son expression et D'accord. dans sa façon d'être traité. C'est très très difficile et donc là on est vraiment euh, au summum de ce qu'on peut vivre au niveau du stress. Les plus lourds, quoi. Ouais, ouais, Oui, oui, c'est vraiment. Bon, il n'y a pas plus haut à part peut-être. Même, je pense que voilà, la torture, ce genre de choses engendre ce syndrome. oui, Donc ok. je pense qu'il n'y a pas plus haut en Oui, fait. oui, oui. Voilà. Mais donc comment s'installe ce syndrome? Ouais, les facteurs de Euh, risque. Mhm. voilà, donc c'est ce qu'on appelle ça les facteurs prédictifs, Mhm. donc ou les facteurs de risque qui vont être un terrain préparatoire à l'installation de ce syndrome. Et donc il y a trois grands thèmes. Il y a ce qu'on appelle le pré-traumatisme. Et donc là, on voit chez les personnes qui développent ce syndrome, souvent, ont des antécédents traumatiques qui ont été parfois ignorés, souvent d'ailleurs ignorés, et qui ont fragilisé en fait la personne au niveau psychologique, comme par exemple des antécédents psychiatriques, ou aussi on peut penser au mauvais traitement, les enfants battus, le viol dans l'enfance, Il y a déjà une incestueux, fragilité, ouais, voilà, d'accord. ce genre de trauma Mhm. qui parfois est refoulé. Et donc il n'y a pas, donc c'est déjà c'est très 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 grave comme, 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 comme événement vécu, mais le syndrome ne se développe pas. On fait face souvent en occultant, en créant une amnésie. Et en fait, c'est déjà le prémisse de syndrome. Et puis, il suffit que quelques années après, on vive un événement, genre on vit un accident de voiture, où on est témoin d'un accident et on voit quelqu'un mourir.
Et voilà, ce qu'on a vécu en étant dans l'enfance, eh bien, réapparaît, émerge. D'accord, ça déclenche. Mais le problème, c'est que ça n'émerge pas tout de suite. Ça va émerger des semaines, voire des mois, voire des années après encore. Donc on voit que c'est très difficile à localiser au niveau psychologique et au niveau physique. Donc le deuxième point sera ce qu'on appelle le péritraumatisme, donc tout ce qui se passe autour du trauma lui-même. Donc on n'est pas encore dans le post-traumatisme, on est au moment de l'événement traumatique. Ouais, on est à l'instant T, ouais, d'accord. On est à l'instant où la personne Voilà, vit, vit le trauma. vit le trauma, oui. Et là, tout dépend du type de traumatisme, tout dépend de l'intensité du trauma. Parce que chacun va réagir un petit peu selon son histoire et ses capacités de résistance, évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est que les traumas où il y a une volonté humaine de nuire sont plus à même d'amener un stress post-trauma. Donc, par exemple, voilà, une catastrophe naturelle se déroule, il y a une inondation, une tornade, etc. Il y a des morts, ma maison est rasée, etc. Je ferai plus facilement face à ça que si je me fais agresser ou si ma compagne se fait agresser, se prend un coup de couteau ou voilà, où on vit un accident, où il y a une responsabilité humaine. Euh, voilà, donc là, ce phénomène-là fait qu'on peut développer plus facilement un stress post-trauma. Ce qu'on peut observer aussi au moment du traumatisme et qui peut donner une indication, c'est le fait qu'on se coupe émotionnellement. Donc on voit des gens, par exemple, en plein incendie ou en pleine... voilà, on a vécu des attentats, il y a des gens qui ont vraiment un sang-froid incroyable et qui vont aider à sauver des vies. Donc, c'est une réaction très intéressante pour la survie sur le moment même, mais ça peut être aussi un indicateur que quelque chose a été neutralisé, enfin enfui en D'accord. fait. Et donc là, il faudrait être vigilant parce que c'est un des facteurs qui annonce peut-être un syndrome post-trauma. Ouais, qui peut ressurgir Voilà. ultérieurement. De toute façon, dans tous les cas, le syndrome de stress post-traumatique se développe sur un événement où il y a eu une confrontation à la mort et ou une impuissance, donc le fait de Puissance face à s'être la mort. ressenti impuissant face à la mort. Voilà, ça c'est le deuxième grand point. Et puis il y a ce qu'on appelle le En post-traumatisme, lui-même, qui est oui. le troisième point qui peut être un facteur prédictif de syndrome post-traumatique. Et ce post-traumatisme, c'est le point le plus important, c'est le manque de soutien social. Ah, c'est Donc important. le fait qu'on ne soit pas reconnu dans sa souffrance, soit pas correctement pris en charge, le fait qu'on n'ait pas eu une assistance immédiate, ça joue énormément. Et dans les témoignages que personnellement j'ai pu recueillir, c'est le point qui revient quasi dans 100% des cas. Ou bien il peut y avoir un soutien social sur le moment, enfin après, mais qui peut être, mais qui s'atténue, qui s'estompe au fur et à mesure des années, alors que les personnes ont besoin de soutien pendant un certain nombre de temps. Voilà, mais souvent, ce qu'on voit dans l'événement, c'est qu'il n'y a pas de soutien. Il y a un soutien médical parfois vraiment dans l'urgence. Dans Voilà, il l'urgence, faut uniquement, opérer, il oui. faut voilà, arrêter une hémorragie, etc. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai parce qu'on voit dans certains événements apparaître des psys, il y a des cellules de psy spécialisées. Notamment, on a vu apparaître ça il n'y a pas longtemps dans les accidents du chemin de fer, C'est où il y a, psychologique. les gens sont pris en charge par des cellules de psy. Donc ça peut aider, mais il faut que ça soit fait dans la longueur. Oui, exactement. Sur Voilà, le temps, oui. Mais à l'époque, il y a encore quelques années, il n'y avait même pas ces cellules-là. Oui, rien du tout. Je pense même qu'en France, vous êtes un petit peu en avance par rapport à la Belgique sur ce coup-là. Sinon, tous les traitements psy et les traitements médicaux, mais post-trauma,
doivent être pris en charge individuellement, enfin, dans le privé, en fait. Il n'y a pas d'aide, je veux dire, officielle. Ben, on constate ça parce qu'en France, ça fait un certain nombre d'années maintenant que lorsqu'il y a quelque chose, soit un attentat, soit une catastrophe naturelle ou autre, ou quand ça apparaît dans les médias, tout de suite est annoncé une cellule psychologique a été mise en place. Et ça fait déjà Voilà, un certain nombre d'années hein, voilà, que ça ça commence existe. à se généraliser, mais Mm. en Belgique, c'est Ça beaucoup prend moins le temps, vrai. oui. En tout cas, pour les événements plus privés, par exemple, voilà, un incendie dans un immeuble, ce genre de choses, on ne voit pas apparaître ces cellules de psy systématiquement. Ce sera plus vrai dans les grands traumas comme un déraillement de train, Mm. voilà, un énorme bâtiment qui s'écroule en plein concert, ce genre de choses. Ouais, quelque chose de plus d'envergure, quoi, en gros. Voilà, mais c'est pas généralisé. Et c'est bien dommage parce que c'est justement là qu'on peut, voilà, dans les facteurs prédictifs, il y a des, des, des symptômes qui, au moment du trauma, permettent de dire, OK, il y a un risque de syndrome post-trauma ou pas. D'accord. Euh, Maintenant, il ne faut pas généraliser, c'est aussi au cas par cas, donc en fonction de la fragilité de la personne, la capacité à développer une certaine philosophie de la vie, à prendre du recul, voir l'encadrement aussi, le systémique, donc voir comment la famille aide l'individu. Enfin voilà, c'est vraiment au cas par cas. Donc là, c'est un manque de Mais soutien le social. Mm. facteur de non prise en charge, de non soutien social, est quand même très important. Il faut savoir que les gens qui développent un syndrome post-trauma souvent perdent leur boulot parce qu'ils ne sont plus capables de rien, perdent leur boulot. Ce sont des frais médicaux extrêmement lourds, notamment en psychiatrie, et c'est très peu pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, ce sont des sommes qui doivent être trouvées, et donc ça met un stress supplémentaire. En plus. Voilà, donc ça sont un peu les trois grands thèmes au niveau des facteurs prédictifs. Alors, au niveau des symptômes en eux-mêmes, il y a de nouveau trois groupes de symptômes qui apparaissent dans le syndrome de stress post-trauma. Il y a ce qu'on appelle la reviviscence. Donc, c'est le fait de revivre. Donc, pas seulement de se rappeler, c'est le fait de revivre l'événement avec toutes les émotions, avec même les symptômes physiques, je dirais, avec les douleurs qui sont restées dans le corps. Et donc, c'est vraiment un revécu où la personne même peut complètement déconnecter de la réalité et rentrer dans une espèce de dédoublement de personnalité où elle a des absences et en fait elle revit l'événement. Ben, il peut y avoir des débuts de schizophrénie. Il peut y avoir des débuts de schizophrénie. Oui, 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 Ouais. oui, mais ce sont Ça- tous des... c'est- La schizophrénie, enfin, l'état dépressif, l'état D'accord. suicidaire, C'est- etc. Ça peut vraiment être... Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là, oui. Mm. oui, 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 oui. Alors le deuxième symptôme, c'est l'évitement. Donc c'est le fait de développer notamment une amnésie partielle ou complète, qui permet de rester dans la neutralisation des émotions. Euh, on a vraiment les émotions, on devient insensible en fait. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est un manque d'intérêt pour les passions qu'on avait avant le traumatisme. On se désintéresse de tout, on est apathique, voilà, on peut Mm. rester là comme ça devant une télé et on regarde même pas quoi, on n'est même pas présent. On est végétatif, carrément. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc ça peut, mais de nouveau, tout ça c'est à des degrés divers en fonction de la personne, en fonction du trauma, de Mm. l'intensité du trauma, et voilà, de la prise en charge. Est-ce que ça a été suffisamment rapide au niveau de la prise en charge? Il faut voir que c'est un ensemble de séquelles qui s'installent, physiques, psychologiques, familiales, sociales, professionnelles. C'est énorme, quoi, c'est Ouais, énorme. ouais. Et le troisième type de symptôme, c'est ce qu'on appelle la vigilance accrue. Donc, c'est le fait d'être très facilement irritable, vraiment même on peut aller jusqu'à la violence. On voyait ça chez les militaires, chez les soldats. On Mm. voit des soldats qui croient être en guerre et
toujours être en guerre et qui commence à flinguer tout le monde, qui pète un câble au grand magasin parce que voilà, et quelqu'un est passé devant eux, voilà, ce genre de Le choses. syndrome de l'ancien légionnaire. Voilà, c'est vraiment voilà, Mm. la nervosité excessive. Et alors, il y a aussi un autre phénomène, c'est la frayeur facile. Hein, du style, voilà, j'ai été pris dans une explosion, hein, on a vu un peu avec les attentats, et puis chaque fois que je vais entendre un pont, hein, un pot d'échappement, un verre qui tombe par terre, qui casse, voilà, je rentre dans la frayeur. Et il y a quelque C'est chose un qui, thème. excuse-moi, je te coupe, mais il y a quelque chose qui ne peut sûrement pas aider non plus, c'est surtout quand on vit, je reviens sur quand on est sur des types de catastrophes comme des attentats, tout ça, où en plus, on se farcit en plus les images en boucle à la télé qui peuvent nous faire revivre encore à chaque moment le trauma, quoi. Et ça, c'est Voilà. Et donc là, on voit, c'est très dangereux. bien Donc, sûr. il faut trouver le juste compromis entre l'information, qui est quand même capitale à ce moment-là, parce qu'on s'inquiète quand même pour ses semblables, etc. Donc, il faut être tenu informé. Mais là, il s'agit presque d'un lavage de cerveau. Ah, carrément. C'est la course à l'audimat. Et on est dans le sensationnel. Et comme je disais, donc le syndrome de stress post-trauma peut se développer chez les gens qui ont vécu l'événement ou qui ont été témoins Voilà. sur place, mais pas forcément. Et on voit que l'image maintenant est de plus en plus intrusive et donc avec une émulation émotionnelle. Et je pense que certaines personnes fragiles qui ont un terrain fragilisé, notamment qui ont une fragilité psychiatrique ou qui sont en médication ou sous drogue, pourraient rentrer dans ce type de syndrome. Donc voilà, il y a une responsabilité aussi au niveau, mais c'est aussi une charge sociale quelque part. Ah ben moi, je pense Comment carrément, l'événement est enfin, pris en charge pour mais, ne pas traumatiser plus qu'il ne faut. mm, Alerter, oui, mais traumatiser, non. Donc voilà, enfin, bon, ça c'est tout un débat. oui, parce que bon, ces images en boucle, pour moi, c'est carrément pratiquement même de la manipulation, mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Oui, oui, oui. Mais bon, Mm. ça pourrait être un facteur déclencheur chez Ouais, ouais, certaines personnes en exactement. fragilité. Mm. Donc, Voilà. Et voilà, donc, au niveau oui, du stress post-traumatique, il y a trois sous-types, en fait, aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique aigu, qui, lui, apparaît dans les 3 premiers mois après le trauma. Donc ça, je dirais, c'est la meilleure version, si on pourrait dire, de ce syndrome, parce qu'il est très vite repéré. Et donc, on peut prendre plus vite en charge la personne et ça s'installe beaucoup moins euh, dans sa vie, en fait. Et puis, il y a donc le syndrome de stress post-trauma chronique qui, lui, s'installe après les 3 mois. Enfin, il va être durable. Donc, il peut commencer bon, un mois après le trauma, mais il va vraiment durer. mm, Ça, c'est vraiment très compliqué. Mais là encore, on peut repérer. Il y a si c'est pris suffisamment en charge, vite en charge, il y a moyen de repérer. S'il y a un suivi post-trauma assez immédiat, on peut très vite repérer les symptômes. Et puis, le troisième point, c'est le syndrome de stress post-traumatique à survenue différée. Et celui-là, il est vraiment très difficile à soigner parce il peut apparaître à n'importe quel moment. après 6 mois, mais ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, Ouais. 30 ans après. Et là, il s'est bien installé. Bon, il y a des symptômes qui sont là parce que souvent, la personne va développer des, des, des symptômes de comment on dit, de morbidité. Mm, Hein, donc, elle va consommer des drogues. mm, Voilà, souvent, il y a une médication très lourde. Et là, on peut voir la personne quand même dans la déchéance. Voilà. ouais. Mais c'est d'abord physique, psychologique, c'est pas forcément identifié un syndrome de stress post-trauma. Ça peut être juste identifié comme dépression,
obsession, schizophrénie, etc. Mais Addiction, oui. pas Ok. forcément identifié comme étant ce syndrome-là, parce que ce syndrome-là comporte énormément de symptômes. Donc là, moi, j'ai cité juste les quelques symptômes, voilà, les Mm. plus flagrants, mais il peut y avoir des dizaines de symptômes. Ça peut être des maux de tête, des angoisses, des palpitations. Voilà, il y a des tas de, avec des rechutes. On peut avoir des pics de mieux-être et des rechutes. Ouais, Je pense notamment à une dame que j'avais rencontrée qui avait été coincée dans un incendie et qui, voilà, en descendant de l'immeuble, a vu quelqu'un sauter de la fenêtre, mais je ne sais plus si c'était du 9e ou du 10e étage, et la personne s'est écrasée à côté d'elle, au sol. Et donc, elle avait enregistré dans sa chair le son du corps qui s'écrase au sol. d'accord. Et donc, bon, on a développé tout voilà, son syndrome, et puis bon, elle s'est reprise en charge, elle allait beaucoup mieux. Et puis, je crois, un an après, elle va faire des courses, et à côté d'elle, il y a un monsieur qui laisse tomber un sac de pommes de terre, quoi. Et ça a fait le même bruit. En tout cas, Ouais. ça lui a rappelé ce bruit-là. Et bon, elle a basculé, et elle a fini en psychiatrie, quoi. Ah, on est clairement dans un genre d'épée de Damoclès qui peut nous tomber dessus Voilà, par le son, mais par n'importe quel moyen que ce soit, quoi. voilà, par une Par, image, par une voilà, hein, image, par n'importe quelle manifestation visuelle ou sonore. Ouais. d'où le danger justement des images dont je parlais tout à l'heure, de bien jauger ce qu'on va transmettre comme information, quoi. Et donc, au niveau du traitement, Mm. ben, il faut combiner. Il faut combiner à la fois une intervention psychosociale, j'insiste bien sur le social, parce que c'est une des causes d'installation de ce syndrome, et un soutien médical. Et médical aussi, ben, ça dépend de la gravité du syndrome. Ça peut vraiment être de la psychiatrie, vraiment, voilà, l'enfermement, Oui. et ça peut être juste une médication ou juste des séances de sophrologie, ça dépend un petit peu de chacun. Et ça devrait être, il devrait y avoir un suivi, mais presque quotidien. Mm. Quotidien, ouais. Voilà, tout dépend de nouveau, c'est au cas par cas, mais quand même, ça doit être très, très, très suivi, quoi. On ne se rend pas compte de l'impact que Profond. ça peut Mm. avoir, que ce syndrome peut avoir sur la vie immédiate de la personne au niveau psycho-émotionnel, physique, mais aussi sur l'environnement. Hein, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a un syndrome comme ça, qui ne dort plus jamais, qui devient violent, alcoolique, Ben, ça peut être qui dangereuse, se ben, drogue aux déjà, oui, oui. médicaments, Ben, tout simplement. ben, dangereuse pour elle-même et dangereuse aussi après pour les autres, hein, de toute façon. Et alors, il y a un phénomène qui apparaît, euh, c'est la culpabilité, le fait de se sentir coupable d'être encore vivant. C'est ce Mhm. il y a un exemple très très frappant en psychanalyse qui est ce qu'on appelle le syndrome de la Shoah. Mhm. On voit les Juifs qui avaient survécu à l'extermination ont développé une culpabilité d'avoir survécu. Et on peut voir ça, je pense notamment un cas que j'ai rencontré où une famille avait été coincée dans un incendie et dans un immeuble et un des petits garçons qui avait, je crois, 7 ans à l'époque, ben, il avait intégré le fait qu'il allait mourir. Et donc, ben, pour lui, c'était clair, quoi. Il était prêt, je sais pas, il est resté plusieurs heures coincé. Mais dans sa tête, Il avait voilà, il allait programmé sa mourir, mort. c'était Mhm. clair. Mhm. Et puis, bon, donc la famille a été sauvée. Et ce petit garçon, ben, 2 ans après, se jetait sur les bus, sur les taxis, parce que ben, il devait être mort normalement. Et donc, c'était un petit peu compliqué pour lui de gérer tout ça. Et donc, il a dû réapprendre le fait que ben, il allait ben, continuer sa vie. Il n'en était qu'au début, quoi. Voilà un petit peu, voilà, le tour, j'ai fait un peu le tour Oui, de... mais c'est assez intéressant parce que je pensais à l'émission en fait il y a 2 jours avec Saurine qui traitait de la peur et je pense que c'est une émission, ce qu'on vient de dire peut s'ajouter, peut se complémenter d'une certaine manière à comment dire, aux méthodologies qu'a expliqué Saurine sur la gestion de la peur en soi. Ces peurs peuvent
peuvent être aussi issus d'un trauma et que voilà, si vous êtes intéressé par ça, donc l'émission avec Sorine va être bientôt mise en podcast. Donc, c'est une excellente émission, tout comme celle-ci, et ces deux émissions peuvent être vues en complémentarité. Pourquoi pas? C'est assez intéressant. Oui, oui, oui. Tout en sachant, donc je répète que le syndrome post-trauma est très complexe. Oui, Donc, oui. il faut vraiment un traitement combiné. Là, on est surtout dans le médical. Hein, voilà, Voilà, ça c'est très important. Parfois, c'est pas nécessaire d'avoir une médication, hein, ça peut être plus ah bah, il léger. y a du travail Ça sur dépend un soi. peu du Ouais, terrain. ouais. Alors, au niveau du traitement, il y a aussi de nouveau trois étapes. La première étape, c'est d'abord de régler le problème des soins immédiats, bien sûr, et de mettre en sécurité, de donner la notion de sécurité. Là, Donc excuse-moi. maintenant, on est retiré de l'événement traumatisant, on est en sécurité, on est dans sa chambre d'hôpital, on est revenu, on est pris en charge par la famille, voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est d'aider le patient à accepter le passé. D'accord. Donc d'accepter que l'événement se soit passé, se soit déroulé, c'est un événement traumatisant, mais on en est sorti. Donc ça, c'est vraiment très important. Surtout ne pas nier l'événement et surtout ne pas le minimiser. Ne pas aller dans une émulation excessive des émotions, mais surtout ne pas le minimiser. La personne a été face à la mort. Elle a vécu une angoisse face à cette mort. Et donc, c'est important de reconnaître, oui, effectivement, c'était extrêmement traumatisant. Mais on n'est plus dans l'événement. Donc là, maintenant, on va mettre en place des choses qui vont permettre une amélioration personnelle, directe, et puis au niveau relationnel aussi. Parce que souvent, on veut se couper, on peut tomber dans, peut-être même, je pense, dans des délires psychiatriques où on devient un petit peu, comment dirais-je, on va voir des anges, enfin bon voilà, Ouais. on va partir dans un délire où on est sauvé, on est emmené, où ça va redevenir comme avant, ce qui n'est plus le cas. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir passer par là. Et donc, il est important donc de vraiment de s'attarder sur l'expérience traumatisante, vraiment de l'explorer et de voir que l'événement est localisé dans le temps, dans un lieu et dans le temps. D'accord. Il y a des séquelles, probablement en physique même, parce que bon, dans des situations graves comme ça, souvent on garde des séquelles physiques, mais l'événement est terminé. Ouais, donc il faut traiter l'événement Dans sa réalité, en fait, de surtout sa ne pas réalité. nier Voilà. cette réalité du Ouais. trauma. Ok. Et Donc, puis, il y a la nécessité de stabiliser le patient. Parce que souvent, au début, on passe dans une médication, dans un traitement extrêmement lourd, mais on ne peut pas rester là-dedans, parce que sinon, ça devient toxique. Et donc, il faut revenir à quelque chose de plus harmonieux et commencer à stabiliser le patient au niveau psychologique, au niveau social, qu'il puisse peut-être retrouver des activités épanouissantes pour revenir peut-être à retravailler et puis peut-être replacer cet événement dans une philosophie de vie. c'est là que le rôle Et social, voilà, voilà, un c'est le rôle peu à social qui. l'image des gens qui vivent une NDE, mais Mm. après en font un événement illuminant qui leur a permis de comprendre voilà, la vie en fait, de comprendre peut-être leur mission de vie. Euh, et donc il y a vraiment aussi cette phase-là qui est importante de peut-être voilà, peut-être pouvoir devenir témoin, un témoin de ce qui s'est passé dans l'événement traumatisant, mais aussi dans comment je m'en suis sorti. Donc ça permet justement d'aller vers un nouvel épanouissement, une nouvelle dynamique de vie, quoi. Et ça peut jouer de suite. Hein. Moi, je vois l'exemple qu'avait donné Sorine justement par rapport aux attentats donc les plus récents, où une personne qui avait vu sa compagne morte devant lui, a réagi quelques jours après en ayant cet amour de la vie
en disant ça lui a donné encore plus envie de vivre Ouais, le présent, voilà, le quotidien, le présent. Donc ça lui a donné une autre vision du ouais. quotidien et de la vie en général. Donc là, c'est dans le cas où ça se passe bien, mais est-ce qu'il peut y avoir un syndrome post-traumatique qui peut se passer chez cette personne-là au futur? Oui, Il parce faut, que ouais. ce qu'elle exprime là dans l'immédiat, ça peut être une fuite en fait. Eh oui, il faut faire attention. Voilà. Donc là, il y a, mais les signes, la personne ne peut pas les voir. Il faut les voir de l'extérieur. Il faut un personnel bien formé qui va pouvoir cerner un petit peu ce qui apparaît. Les symptômes, comme je disais, n'apparaissent pas forcément tout de suite. Ça peut être un syndrome de stress post-trauma, voilà, qui va apparaître dans un an, dans 2 ans. Et c'est, Euh, oui, mais c'est là où est le piège, c'est que si on voit une personne justement réagir comme ça de manière très positive, on va se dire bon, mais lui, apparemment, il a vécu ça positivement. C'est peut-être pas le mot, on va pas dire ça comme ça, mais il a dit bon, il a l'air d'avoir bien géré le truc, donc on ne va plus s'en occuper. oui, oui. Et voilà, et c'est justement là le piège, c'est qu'il faut quand même s'en occuper et avoir un suivi un peu plus C'est pour ça qu'il sur faut du une long prise en terme. charge immédiate Mm, par un personnel spécifique, mm, vraiment qui a une formation très spécifique, un psy conventionnel, je dirais, sans vouloir diminuer leurs compétences, mm. n'ont pas forcément une grille de lecture suffisamment fine par rapport à ce syndrome spécifique. Et il y a des petits signes et des choses il faudrait faire un check-up en fait de la situation D'accord. Mm. pour voir justement comment la personne a réagi au moment du trauma. Est-ce qu'elle s'est déconnectée émotionnellement? Est-ce que, enfin voilà, Il y a plein de choses à prendre en compte. Oui. il faudrait établir, je pense que ça doit exister, une grille de lecture, parce qu'il y a des choses, des recherches quand même très pointues qui sont faites plutôt chez les anglo-saxons et plutôt au Canada. Moi, les sources que j'ai trouvées étaient plutôt tournées vers le Canada et les États-Unis, qui sont les premiers en fait à avoir vraiment étudié le problème. Mm. Et, euh, et puis peut-être qu'il il faut aussi adapter un petit peu à l'Europe parce que notre façon de développer ce syndrome n'est peut-être pas la même que les Américains. Bien sûr, Mais ben, il surtout qu'en faudrait Europe. une grille de lecture Mm, qui permet de faire une analyse immédiate mm. et puis de toute façon un suivi, ou en tout cas dans les 3 voire les 6 mois qui suivent le trauma, euh, ne fût-ce qu'au niveau social. Comme je disais, voir tiens, est-ce que la personne s'est désocialisée, euh, parce que petit à petit, on peut voir des insomnies s'installer, la personne rentre dans une médication et on est parti dans la spirale descendante. Et voilà. Ouais. Et voilà, le syndrome peut s'installer à ce moment-là. D'accord. Donc ça, voilà, c'est vraiment au cas par cas, mais il y a une nécessité de prise en charge multidisciplinaire et assez immédiate. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, je pense que, alors, Bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'IMP, oui. bien oui, en IMP, il y a, comme je disais, des outils euh, qu'on appelle les procédures tactiles, et qui sont des procédures qui permettent vraiment de rentrer dans le déstress. Et donc, ça peut venir ça peut apporter un outil supplémentaire, voilà, à D'accord. d'autres outils tels que les médications, les prises en charge psychiatriques et autres. Une complémentarité en plus. Voilà, voilà. Merci Pierre. Voilà. Eh bien, on se retrouve l'année prochaine. Ouais, on se retrouve l'année prochaine pour un autre sujet. On n'a pas encore défini lequel, mais on va décider ça tout de suite après, hein. Je te laisse dire tes bons voeux Mais oui, voilà, euh, aux auditeurs. que tout se passe bien pour vous, de très belles fêtes. Et voilà, laissons se répandre l'esprit de Noël. Voilà.